Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie du top 10% des vendeurs. Et si tu veux être dans le cercle fermé des top 1%, va sur le site leshéroesdelavente.com, offre-toi le playbook et le guide de la prospection téléphonique, et enfin, abonne-toi aux Chroniques de la Vente. Dans ce nouvel épisode, j'invite Mélinda Limoges pour échanger sur le rôle et l'utilisation des neurosciences dans la vente. Nous abordons avec Mélinda les neurosciences pour travailler son mental, les neurosciences pour comprendre les comportements d'achat de votre client, comment utiliser les neurosciences pour convaincre, et enfin, les neurosciences au service d'une meilleure communication. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux, le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable, nocrm.io. C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mélinda Limoges. Mélinda, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors, comme tous les invités, je vais te demander de te présenter aux auditeurs et après, on va rentrer dans le vif du sujet avec un sujet, je spoil pas, mais qui devrait intéresser beaucoup de monde. Ok, donc moi je suis donc Mélinda Limoges, tu l'as dit, je suis coach spécialisée en neurosciences et en fait donc je travaille avec les entreprises, et les individuels d'ailleurs, pour augmenter le bien-être et la performance grâce aux neurosciences. Et je travaille aussi bien avec des grosses boîtes que des petites startups. Et en fait, tu veux que je raconte un peu comment je suis arrivée là-dedans, peut-être, parce que ça écoute, ouais, on peut profiter de l'intro pour nous expliquer comment tu es arrivé à ce sujet des neurosciences. Voilà, parce qu'en fait, l'idée c'est un peu de parler de la vente et en fait comment j'augmente la performance et le bien-être au travers de 3 piliers qui sont les ventes, le management et la performance. Donc neurovente, neuromanagement et neuroperformance. Et en fait, j'y suis arrivée parce que j'ai fait des ventes, j'ai travaillé 10 ans chez Accor et puis 10 ans chez TripAdvisor. Et j'y suis arrivée quand j'étais chez Trip, où je me suis retrouvée avec, normalement, moi j'optimisais des campagnes de pub, si tu veux, et j'avais une équipe de data scientists pour m'aider à faire ce truc-là, sauf qu'un jour, mon boss m'a dit, écoute, ce trimestre, c'est pas possible, tu peux pas les utiliser parce que ils sont redéployés ailleurs dans le business. Sauf que moi, mes clients, c'était des gros comptes. Donc, en fait, tous les trucs basiques de base que je pouvais faire, ils avaient été faits. Ils étaient tous bêta-testeurs de tous les produits qu'on lançait. De toute façon, on n'avait pas de nouveaux produits. Donc, je me suis dit, en fait, ce que je vais faire, je pouvais pas aller les voir sans rien proposer, tu vois, de pistes d'optimisation. Et je me suis dit, je vais juste leur proposer les trucs auxquels ils ont dit non les années précédentes. Et D'accord. pour faire ça, je me suis dit, je vais essayer de me renseigner quand même comment le cerveau du client fonctionne. Parce que clairement, la première fois, j'ai pas dû faire un bon job, donc pour m'aider à présenter les choses d'une façon un peu plus efficace. Et aussi, je me suis dit, je vais quand même me renseigner aussi sur comment moi, mon cerveau, il fonctionne, qu'est-ce qui me bloque, parce que je te cache pas que j'étais pas hyper confiante de me pointer à la réunion avec que des trucs où je savais que déjà ils avaient dit non la première fois. Donc voilà, j'ai commencé à chercher des ressources au départ sur Google, tout simplement, et j'ai trouvé des outils qui étaient hyper simples et qui étaient hyper efficaces. Et en fait, il y a vraiment eu un avant et après, et c'est ce qui a fait que je me suis dit non mais faut que j'aille étudier ce truc-là. Et donc voilà, je suis repartie à l'école, chose impensable à mes yeux, pour étudier les neurosciences. Et donc me voilà. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui paraît un peu technique, les neurosciences, mais qui, mine de rien, intéresse beaucoup de gens. La preuve, c'est que j'ai fait au tout début du podcast, donc il y a déjà 3 ans, un épisode avec George Devine sur les neurosciences dans la vente. Et c'est l'un des merci. C'est l'un des épisodes qui a été le plus écouté sur les héros de la vente.
Donc je pense que c'est un sujet qui intrigue beaucoup les gens, et notamment quand c'est appliqué à un métier comme celui de la vente. Pourquoi toi, tu voulais nous parler de ce sujet, vendre mieux grâce aux neurosciences? Comment vendre mieux? Donc voilà le sujet du jour. Pourquoi tu Ouais, as choisi ce sujet précisément? moi j'ai choisi ce sujet parce que clairement, les découvertes que j'ai faites, moi, ça a été fondamental pour moi, que j'aurais adoré savoir ça, mais quand j'ai commencé il y a 20 ans, parce que en fait, quand on se rend compte à quel point notre cerveau, finalement, il nous aide pas à progresser, ça nous permet de mettre en place des stratégies un petit peu différentes. Et ce qui me plaît beaucoup, moi aussi, parce que bon, moi je viens quand même d'une culture où il me faut de ROI et tout ça, c'est que c'est pas une vue de l'esprit, tout ça, c'est quand même prouvé scientifiquement. Donc voilà, je voulais vraiment partager ce que moi j'avais pu connaître avec le plus grand nombre. Et c'est vrai que on en parle beaucoup en ce moment, de plus en plus des neurosciences. Moi, je vois pas comment aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça, mais souvent, il y a des gens qui me disent, oh, mais attends, quand je vais les voir, ou que justement, je pitch mon truc, et je dis, ouais, moi, je vous propose des conférences, ils me disent, non, mais c'est pas trop chiant. Je dis, mais non, c'est pas chiant. Ça fait aussi un peu peur parfois, alors que c'est comme quand t'achètes, je sais pas, moi, un ordinateur ou même un nouveau portable. Si tu lis le mode d'emploi, tu sais comment il fonctionne, tu t'en sers mieux. Le cerveau, c'est pareil. Si tu sais deux, trois bases de fonctionnement, tu t'en sers mieux aussi. Voilà, donc là, on va faire un épisode d'à peu près 45 minutes. Donc, on va vous donner des clés pour entrer dans le sujet. J'imagine que ça va prendre un peu plus de temps pour approfondir et pour appliquer cela à votre métier, mais j'espère que vous aurez des tips pour comprendre pas mal de choses. Donc, tu as bien fait les choses, hein, tu m'as préparé le sujet en 4 parties, donc on va adresser ces 4 parties, comme ça l'épisode va être très didactique. Donc on va d'abord parler des neurosciences pour travailler quelque chose qui est très important dans la vente, c'est le mental. Et Ouais. on dit souvent que quand on veut être un bon commercial, il faut un mental solide. Qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce sujet, lien entre neurosciences et travail mental? Exactement. On dit en fait que 70% du succès d'une vente, c'est le mental. C'est ce qu'on voit pas justement. Et d'ailleurs, moi, je trouve sidérant qu'aujourd'hui, les formations commerciales, elles passent pas plus de temps sur le mental parce que finalement, tu peux apprendre tous les outils que tu veux et toutes les techniques que tu veux. Enfin bon, il faut des bases quand même, mais si ton mental y suit pas et si tu vois, t'es bloqué par des peurs ou du stress, de toute façon, ça sert à rien d'apprendre tous ces outils-là. Donc, Oui. tu vois, quelque part. Donc, pour moi, c'est super important. Et surtout que je trouve que quelque part, le job du commercial, ça ressemble un peu au job du sportif de haut niveau, dans le sens où souvent, tu n'as qu'une chance, tu vois, de performer. C'est-à-dire, tu as un appel où tu vas avoir un, un rendez-vous. Et les sportifs de haut niveau, ils font de la prépa mentale depuis genre 70 ans et ça marche très bien. Donc pourquoi nous en vente, on ferait pas? Donc voilà, donc ça c'est pour moi c'est important de s'occuper du mental et comment les neurosciences peuvent nous aider là-dedans. Bon, déjà il faut comprendre que le cerveau, son job c'est pas vous de faire évoluer et de vous faire atteindre vos targets et vos objectifs. C'est pas de vous sortir de votre zone de confort. Non, 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 le cerveau ne veut pas, le cerveau aime le confort et Ouais, parce que lui ce qu'il essaye c'est de vous protéger. Donc, d'accord. il voit toujours le pire. C'est pour ça que souvent, on va dans un rendez-vous client et on va se dire, oh là là, mais je suis sûr que ça va se mal passer, alors que pas du tout. Mais bon, c'est votre cerveau qui est comme ça. Mais surtout, il va en permanence se demander, est-ce que ce que je fais est dangereux pour moi? Donc, en fait, tout ce que tu fais dans la vie va être enregistré dans ton cerveau, dans un petit fichier. Et quand tu rencontres une situation similaire, en fait, ce que fait ton cerveau, il va faire comme un jukebox. Il va aller chercher le petit fichier, il va le ramener, et il va se dire, ouh là là, comment ça s'est passé la dernière fois? Est-ce que c'était bien? Si c'était bien, il va te dire, vas-y, tu peux y aller, c'est super. Si c'était pas bien, il va tout faire pour t'en empêcher. Et Ouais. la technique est super, hein. La technique est super. Mais le truc, c'est que, parce que si tu mets ta main sur une plaque chauffante, tu le feras pas deux fois, tu vois. Il va aller chercher l'expérience, il va dire, oh non, c'était pas bon, on le refera pas. Maintenant, en vente, ça peut aussi nous être super impactant parce que si ton premier
meeting avec ton client, tu commences à vendre des nouveaux produits, ça s'est mal passé. Quand tu vas aller voir le deuxième client ou quand tu vas retourner voir ce client-là, en fait, ton cerveau, il va aller chercher l'expérience et du coup, comme ça s'est mal passé, il va te produire du cortisol, du stress dans le corps qui fait que tu vas être beaucoup moins confiant que si, si ça s'était bien passé. Oui, c'est pour ça que souvent on dit que pour être un bon commercial, il faut de l'expérience et il faut avoir poncé un peu les rendez-vous, la prospection, etc. Parce que cette peur en fait diminue avec l'âge parce qu'on a compris que finalement le pire on l'a peut-être déjà vécu et que on saura rebondir si un rendez-vous se passe pas bien. Et du Ouais, coup, exactement. on a moins d'appréhension, sans doute, quand on a 5 ou 10 ans d'expérience que quand on débute dans ce métier-là, qu'est la vente. Exactement. Même si après, tu vas aussi avoir, pour parler d'expérience, tu vois, il y a toujours un truc qui est un peu stressant parce que, tu vois, à La Oui. Réunion, il y a plus d'enjeux que d'habitude, c'est un plus gros client, il y a un plus gros budget, il y a plus, enfin bon, voilà. Donc, Ou en fait, des choses que tu maîtrises pas. On a vu pendant le Covid tous les formateurs qui ont dû se mettre à la visio. ouais, exactement. C'est-à-dire, voilà. Et puis, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on apprend toujours des trucs nouveaux. Et Ouais. heureusement. Mais du coup, donc, parce qu'il y a quand même un petit point de neurosciences dans l'histoire, comment on fait? Il y a un bon moyen pour, euh, pour hacker un peu son cerveau et pour éviter que ton cerveau, en fait, il aille chercher l'expérience qui s'est mal passée et puis, du coup, qui te stresse, c'est d'utiliser la visualisation. Parce qu'en fait, D'accord. ton cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé. Enfin, il fait la différence, mais bon, grosso modo, c'est quand même les mêmes zones qui s'activent dans le cerveau. Et, et c'est pour ça que tu pleures, si tu veux, tu regardes un film, tu pleures. Tu sais que c'est pas vrai, tu sais que le petit garçon n'est pas en train de mourir, tu vois, mais bon, tu pleures quand même. Et du coup, si en amont, tu visualises, admettons, t'as une grosse réunion qui arrive, t'es hyper stressé parce que, en gros, t'as ton boss, le boss de ton boss, tu vois, il y a des gros enjeux, etc. C'est un nouveau produit, tu maîtrises pas forcément. Si avant ça, avant la réunion, quelques jours avant, tu visualises que tout se passe bien, que tu vois que tu rentres dans la réunion, que oui, tu es stressé, tu vois bien les gens. Il faut imaginer avec tous ses sens. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, il fait chaud, il fait froid, etc. Et que tu imagines que ça se passe bien. En fait, le jour J, ton cerveau, comme il ne va pas faire la différence, il va aller chercher cette expérience précédente, si tu veux, qui est la plus récente, et qui s'est super bien passée. Et tu auras beaucoup moins de stress. Ça, Et c'est, est-ce que ça, c'est vrai que je connaissais la visualisation, effectivement, notamment dans le sport. Est-ce que ouais. tu peux aussi visualiser en exercice que la situation se passe mal? Parce que j'ai l'impression, notamment quand on fait des rêves, on a aussi souvent parfois des cauchemars quand, je sais pas, par exemple, on doit faire un pitch devant une assemblée. D'une centaine de personnes et on peut cauchemarder ça et en fait c'est le cerveau qui grâce au rêve nous prépare au pire en fait. Est-ce que dans la visualisation c'est un conseil ou pas forcément Alors, ou moi, il vaut je mieux l'ai se dit. concentrer sur le positif? Ouais, moi, enfin, t'as raison. Enfin, je pense qu'il faut faire un peu des deux, mais je pense qu'il faut. Enfin, moi, la façon dont je le fais, Ouais, je visualise le positif. Par d'accord. contre, je me pose la question en amont en me disant, au pire, si ça se passe bien, est-ce que tu vas survivre? Et comme dans mon métier, soyons clairs, je ne sauve pas des vies, Ouais, tu vois, oui, je vais survivre. Et ça permet aussi de démystifier un peu le truc. Et par contre, ce que je me force à faire, c'est vraiment parce que encore une fois, le cerveau, il est câblé pour voir le négatif d'abord. C'est que je me force à imaginer 3 scénarios positifs en fait de la réunion, tu vois, d'accord. pour équilibrer un petit peu le truc. Ouais. C'est aussi pour ça que dans la formation, ce qui marche bien depuis très longtemps, ce sont les mises en situation, parce que ça permet notamment pour les Ouais. gens peut-être qui ont un peu plus de mal à visualiser, à se concentrer, etc., de reproduire des situations qu'on va vivre plus tard. Ouais, exactement. Puis après, même d'un point de vue, pour le coup, d'un point de vue cerveau, le fait de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose, tu retiens mieux. Oui, Euh, et d'ailleurs, c'est dingue parce que quand t'es à l'école, en fait, t'es assis tu vois, t'es assis sur ta chaise alors que t'apprendrais mieux si t'étais un petit peu plus en mouvement. bien sûr, ouais. Mais c'est un autre Tu, sujet.
Ouais, bien sûr. Tu m'as dit en préparant l'épisode, 98% de nos pensées sont les mêmes chaque jour. Qu'est-ce que tu voulais expliquer par là, par cette Bah, statistique? en fait, ce que je voulais expliquer, c'était que donc ton cerveau, il veut te protéger, ok. Et du coup, comme il cherche à te protéger en permanence, il a besoin, dès qu'il peut économiser de l'énergie, il va le faire. Parce qu'il a besoin d'énergie à tout moment pour être, tu vois, pour te maintenir en vie, ce qui est une D'où noble mission. la D'où, procrastination. ouais, alors ça c'est encore autre chose, la procrastination, et on en reparlera après si tu veux. Mais c'est D'accord. surtout que du coup, comme il veut économiser de l'énergie, dès qu'il trouve une stratégie qui fonctionne, il va Ouais. l'automatiser. Okay, et ce qui est bien, parce que du coup, ça lui demande moins d'efforts. Il n'a pas besoin de réfléchir, machin. Il sait que ouais, c'est comme un programme, un petit programme informatique. Il sait que dans tel cas, on va faire ça. Typiquement, le matin, quand tu te lèves le matin, ou quand tu es dans ta salle de bain, tous les gestes que tu fais, c'est pas conscient. Tu vois, c'est ton cerveau qui décide pour toi, en fait. Ouais. Tu reproduis ces trucs-là. Et demain, essaye, tu verras, c'est hyper compliqué de changer l'ordre. Genre, tu te coiffes avant que tu te brosses les dents, tu vois, ou un truc. Parce que c'est tellement ancré, cet automatisme, il a tellement créé une espèce d'autoroute neuronale qui est super forte que c'est difficile de changer ce truc-là. Donc, c'est pour ça qu'après, aussi, 98% de nos pensées sont les mêmes, et que si on n'est pas conscient de ça, en fait, on va se retrouver à répéter en permanence les mêmes stratégies ou les mêmes erreurs. Tu vois, parce que ton cerveau, il va dire, oh là là, la dernière fois, il est sorti de sa zone de confort, ou il est sorti de sa zone de confort, ouf, ça s'est mal passé, surtout on arrête. Tu vois, moi, D'accord. l'exemple que j'ai eu chez moi, qui est très simple, c'est que moi, la première fois que j'ai parlé en public, c'était un désastre. Mais quand je te dis un désastre, c'est-à-dire que 20 Tu ans t'es après, évanoui. non, mais tu vois, 20 ans après, rien que d'y penser, j'en tremble encore. D'accord. Bref, et bah pendant 15 ans, forcément, après, quand les gens venaient me solliciter, ils me disaient non, non, et tu veux pas présenter ce truc-là? Et je disais ah, non, 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 merci. Et en fait, mon cerveau, il a bien compris. Prise de parole en public, danger, ça se passe mal, ça la traumatise. Et quand elle dit non, en fait, qu'elle y va pas, ça se passe très bien. Et du coup, bah, pour moi, c'était à chaque fois, je disais non. Sauf que tu passes à D'accord. côté de plein de développement quand tu fais ce genre de truc. Et donc là, pour clôturer cette première partie de travail mental, donc qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a eu, par exemple, le même blocage que toi, qui a vécu une expérience de prise de parole en public difficile? Comment faire pour hacker finalement son cerveau? C'est faire cette visualisation, c'est ça? Ouais, faire cette visualisation, c'est important. Enfin, déjà, d'en être conscient, d'être conscient Ouais. que c'est ton cerveau qui te protège, et que Oui. non, en fait, c'est pas moi. L'erreur que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis dit, bon, t'es nul déjà, Oui. et deux, c'est pas fait pour toi. Sauf que non, Oui, c'était juste que j'étais pas préparée. Donc, c'est arrivé à ma conjointe qui a fait un discours ah, pour un mariage et qui a ouais, failli tomber dans les pommes, hein. Et en ah fait, ouais, bah ouais. depuis, elle me dit, en fait, moi, je suis hypersensible, Non, j'ai trop d'émotions, mais en fait, non, il faudrait juste lui non, dire, non, non, c'est normal comme réaction, ton cerveau te exactement. protège, et Oui, et ça l'émotion est se travaille. normale. Et Ouais. puis moi, tu vois, moi, je coach beaucoup de gens d'ailleurs sur la prise de parole en public, et je leur dis, mais ouais, c'est stressant. Évidemment que c'est stressant quand vous commencez. Enfin, je crois que c'est une des plus grandes peurs Oui, dans les peurs, voilà. Mais en fait, il faut l'accepter, ce stress. On ne pourra pas l'enlever, le stress, mais on peut le faire diminuer, on peut le maîtriser. Donc après, effectivement, elle peut totalement apprendre à gérer ce stress et à travailler différemment pour prendre confiance tu vois, dans ce qu'elle veut. Donc c'est déjà, voilà, comprendre que ce qui se passe, et après se dire que penser est un choix, et qu'on peut aller plus loin, sortir de sa zone de confort. Alors évidemment, peut-être qu'il faut y aller petit à petit. ouais. Si ça s'est mal passé, je ne vais pas vous dire allez parler devant 2000 personnes, mais peut-être on peut Oui. commencer par 10, tu vois, et augmenter. Donc là, si effectivement, si on l'applique à la vente, on pourrait se dire effectivement les commerciaux, quand il s'agit d'appeler au téléphone, leur cerveau leur dit attention, alerte, tu vas avoir des gens Ils vont qui dire vont te non, raccrocher, ils vont dire non. ouais, Donc ton cerveau, pour te protéger, te provoque un peu de stress et de peur. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment de dire, OK, je le sais, j'en suis conscient, je c'est quelque chose l'accepte. de naturel, je l'accepte, et du coup, je peux commencer à travailler dessus, à visualiser, à faire des exercices de training, etc. Et Exactement. ensuite, le faire, et grâce à l'expérience, on verra que en fait, c'est pas si grave,
et que finalement, quand on s'y met, on a des résultats, on a aussi des choses positives qui arrivent. Exactement. Ok. Ensuite, tu voulais nous parler des neurosciences, notamment pour comprendre les comportements d'achat des clients. Donc là, on passe côté Oui, client. oui. Qu'est-ce que là, tu voulais nous expliquer sur cette partie, cette deuxième partie? Alors, oui, parce qu'en fait, on croit que quand on est commercial, en général, on va faire sa presse ou son pitch et on va bien se concentrer sur la partie logique du truc, la partie technique. Alors, et logique, pourquoi tu dois acheter mon produit? Parce que il est super, parce qu'il est très performant. Et en fait, les neurosciences ont démontré que ce qui faisait acheter, c'était pas du tout la logique. Donc en fait, c'est dans le cerveau, tu as trois parties. Tu as un cerveau reptilien qui est un peu le plus ancien cerveau, le côté instinctif, etc. Tu as le cerveau limbique où il va y avoir les émotions, et tu as le cortex qui est le dernier arrivé, qui est là, qui est tout ce qui est analyse et réflexion. En fait, quand on D'accord. prépare quand tu es commercial, tu prépares ton truc, en général, tu passes beaucoup de temps à essayer de convaincre la partie corticale, quoi, vraiment le cortex, le côté analytique de la réflexion de ton client. Sauf que les neurosciences ont démontré que ce qui faisait acheter, ce qui faisait dire oui, si tu veux, au client, c'était un mélange de cerveau reptilien et cerveau limbique, et les émotions, du coup. Après, une fois que les émotions, si tu veux, ont dit oui, les émotions vont vérifier avec le cortex, bon, que c'est pas, tu vois, que ça fait du sens, que c'est pas non plus une décision totalement débile d'acheter le produit. Bon, d'ailleurs, enfin, je sais pas si c'est arrivé, moi ça m'arrive souvent. Tu vois, je veux acheter un truc parce que mon émotion, elle dit oui, 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 ça c'est super. Je vérifie avec mon mental qui me dit non, c'est pas une bonne idée. Et ben, j'achète quand même finalement. Donc, et je veux pas dire qu'il faut pas passer de temps sur le côté logique, analytique, etc. Non, bien sûr qu'il faut, mais pour moi, on passe pas assez de temps à travailler l'autre côté, qui est l'émotion, et après effectivement le côté comment convaincre, tu vois. Et du coup, bon, peut-être que là, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier, hein, j'imagine, notamment pour du côté marketing, mais comment tu peux travailler une émotion quand tu es du côté vendeur? Bah, le plus simple, ça va être effectivement, c'est tout ce qui est storytelling, parce que quand tu racontes une histoire, bon déjà historiquement, quand c'est les gens qui t'aiment qui te racontent tes histoires, mais surtout du coup Ouais. ça produit de l'ocytocine dans ton cerveau, et le client il est beaucoup plus relax. En plus, il se rappelle mieux des choses, ça a été démontré, pareil que si tu enchaînes plusieurs tableaux de stats, tu retiens pas aussi bien que si tu racontes une histoire avec ça. Donc pour moi, enfin, le conseil numéro 1, c'est ça, c'est fait du storytelling. Il y a des trames très sympas qu'on peut utiliser pour embarquer davantage le client. Et l'autre truc que moi je suis une grande fan des biais cognitifs. Maintenant, je ne vais pas en Ouais. parler beaucoup parce que je sais que Georges, il en a parlé beaucoup déjà dans le premier épisode que vous aviez fait. Mais on est influencé par les biais cognitifs. Tous, tout le monde, tous. C'est des choses qui sont totalement inconscientes. Et pour moi, ne pas connaître ça aujourd'hui quand tu es commercial, eh ben, c'est de passer à côté de grandes clés pour convaincre tes clients. D'accord. Tu peux nous expliquer un biais Ouais, cognitif? Ouais. évidemment. Ouais. J'ai une vraie passion pour ce truc-là. Une Ouais. obsession, diraient certains. Euh, Par exemple, tu vois, tu as le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est quoi? Bon, déjà, un biais cognitif, c'est quoi? Juste pour peut-être préciser pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un raccourci que va faire ton cerveau et qui, du coup, va mener à des prises de décision et des compréhensions de choses totalement irrationnelles. Un exemple, et ça a été découvert, enfin créé, découvert, on va dire, par un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2002 pour ça. Et en fait, alors il y a des tonnes d'exercices, mais il y a un que j'aime bien, c'est qu'en fait, il a par exemple dit, il a fait 2 tests, tu sais, il a pris des gens, il les a séparés en 2 groupes, et à un premier groupe, il a demandé, est-ce qu'une baleine bleue adulte mesure plus de 49 mètres? Et la deuxième question qu'il leur a posée, c'était, à votre avis, une baleine bleue mesure combien? Et la réponse moyenne de ce groupe-là, c'était 60 mètres. Okay. Ouais. Après, il a pris un autre groupe où il a demandé
à votre avis, une baleine bleue mesure combien? Excuse-moi. Et là, la réponse du groupe a été 30 mètres. Ce qui fait que, en fait, le premier chiffre a créé un ancrage. Si tu veux, comme on a un chiffre qui était plus élevé, ils ont répondu un chiffre plus élevé. Après, il a décidé d'aller un peu plus loin et de voir si on peut, en mettant des chiffres qui avaient rien à voir, ça donnait les mêmes résultats. Donc, il a demandé à un groupe, attends, je vais boire un coup parce que je suis en train de tousser. Ouais. C'est les allergies en ce moment, donc. Ouais, vas-y. Oui, donc en fait, le biais d'ancrage, on pourrait l'appliquer par exemple aux stratégies notamment de prix, de tarifs. Quand Exactement. tu donnes dans la vente, c'est pas pour rien que souvent on propose plusieurs tarifs, des tarifs avec le chiffre souvent 99 au lieu de 100. Tout ça, c'est des biais d'ancrage finalement. Enfin, tout ça, c'est d'autres biais. Le fait de protéger, de mettre différents prix, etc., c'est d'autres biais cognitifs. C'est pas forcément le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, ça va être vraiment d'influencer en donnant son chiffre en premier, si tu veux. Donc, et ça va être, pour donner juste la suite de l'exemple de l'expérience de Neil Kahneman, en fait, après, il leur a demandé, est-ce qu'une baleine bleue fait plus de 20 cm, ce qui est logique, mais et combien mesure une baleine bleue? Et les gens, du coup, ils ont répondu ce groupe-là 20 mètres en moyenne, la taille de la baleine. Et à l'autre groupe, il a demandé, est-ce qu'une baleine bleue mesure plus de 900 mètres? Et combien mesure une baleine bleue? Et là, la moyenne des réponses du groupe, ça a été 142 mètres. Donc, en fait, même si le chiffre est débile, en fait, si tu veux, ça t'influence. C'est inconscient, ça t'influence. Et en ligne, il y a plein d'exemples, mais il y a notamment un exemple avec des juges américains où rien à voir, ils ont fait une expérience, ils leur ont fait jeter des dés, tu vois, qui étaient pipés, et il y avait des dés qui étaient sur 6, des dés qui tombaient sur 3. Et bien, les juges qui avaient fait tomber le 6, ils ont donné des peines plus longues que les juges dont le dé est donc qui sont tombés sur 3. Donc en fait, ça nous influence, point. Il n'y a pas rien qu'un chiffre qui n'a rien à voir, un lancer de dés va influencer une décision qui est pourtant lourde de conséquences, là en l'occurrence des peines de prison. Exactement. Donc en vente, t'imagines. Donc effectivement, en vente, c'est genre ne jamais demander le budget du client. Tu vois, tu dis ton prix. Après, de toute façon, tu peux le descendre. Si ça correspond pas, ça correspond pas. Oui, tu ajustes. Mais parce que sinon, inconsciemment, il va te dire un chiffre qui va te limiter dans ce que tu vas pouvoir proposer. Oui, ou même quand toi, tu commences à peut-être, alors ça c'est plus pour les entrepreneurs, mais à créer la tarification d'un produit qui en fait part de rien, hein, c'est du virtuel. Moi, j'ai été très longtemps dans le logiciel. Finalement, tu vas donner un prix à quelque chose d'immatériel qui va faire référence ensuite auprès de tes clients. Dès que tu vas vouloir un peu augmenter, etc., ça va être perçu d'une certaine manière. Et finalement, tu aurais pu pricer peut-être 10 fois plus le logiciel et peut-être que ça se serait vendu de la même manière. Oui, c'est ça. C'est qu'on a tous, on se crée tous, il y a une limite, tu sais, un terme de performance qui est là. C'est des limites mentales également. C'est exactement, c'est des limites mentales et qu'il faut dépasser. Mais c'est très intéressant. Et d'ailleurs, j'ai perçu ça aussi dans mon entourage. Moi, je côtoie à la fois des gens qui sont de milieux plutôt aisés et puis d'autres personnes de milieux populaires. Et en fait, c'est intéressant, notamment quand tu parles des salaires. Où moi, par exemple, je connais un peu les salaires de la tech, des développeurs ou des directeurs commerciaux, où c'est des très gros salaires. Hein. Parfois, tu peux gagner autant qu'un chirurgien. Et d'un autre côté, je parle à des amis qui sont dans des boulots, tu vois, par exemple la restauration, le commerce, où là, tu es difficilement au-delà de, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 1700 € par mois, etc. Et en fait, finalement, ils ont des biais cognitifs où quand toi, tu leur dis qu'un commercial peut gagner 8000 €, ils te croient pas, en fait. Tu dis, mais comment ça, tu peux gagner ce salaire-là en vendant des choses? Mais moi aussi, je vends des choses dans ma boutique. Et en fait, c'est juste que ils ont finalement, ils ont des références mentales sur un certain montant de salaire. Et dès que tu passes à un autre secteur, ces références mentales peuvent exploser, en fait. Ouais, on est tellement... on s'autorise peu de choses, finalement, tu vois. On est très cadré dans plein de trucs.
Et ça, tu le retrouves aussi notamment dans l'entrepreneuriat. J'ai remarqué, tu vois, que les entrepreneurs parisiens qui viennent pour beaucoup de grandes écoles, etc., etc., ont beaucoup moins de difficultés, par exemple, quand ils lèvent des fonds, à viser des millions d'euros de levée de fonds, etc. Alors que de l'autre côté, tu prends des entrepreneurs plutôt de province, et là, ça va être tout de suite des références beaucoup moins élevées. Ah non, non, je ne vais pas lever des millions d'euros, je vais lever d'abord 100 000 euros, 200 000 euros. Et en fait, tout est comme ça, c'est-à-dire que tes références sociales, culturelles, économiques, elles vont être très différentes d'un milieu à un autre, et ça va jouer finalement sur beaucoup de choses. Bon, on revient au niveau de la vente. Ouais, 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 mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. À partir du moment où tu le ouais, comprends et tu le sais, bah, tu sais que t'as qu'à changer. Il suffit de décider, tu vois, et de changer, tu changes. ouais. Très bien. Ok, bah écoute, merci. On retient pour ce chapitre 2 jouer sur l'émotion. Il y a un épisode sur le storytelling dans les héros de la vente que je vous invite à voir. Les biais cognitifs, là aussi, il y a l'épisode avec George Divine, on en parle beaucoup. Ouais. Et ensuite, tu voulais aussi nous parler, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais de la partie convaincre, utiliser les neurosciences pour convaincre. Qu'est-ce que tu veux nous dire là-dessus? Ouais, j'en ai parlé un petit peu quand j'ai commencé à parler du Ouais, cerveau reptilien, où en fait, pour convaincre, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Renvoisé, qui a une société qui s'appelle Sales Brain, et donc eux, ils ont fait plein de tests. Donc quand tu vois tout ça est prouvé scientifiquement, c'est pas qu'il s'est réveillé un jour et il a dit tiens, je pense que tout ça a ouais, été validé sous IRM, etc., IRMF, plein d'autres tests. Et en fait, il s'est rendu compte que, et ça aussi c'est un peu le travail, enfin les travaux de Daniel Kahneman, qu'il fallait pour convaincre parler au cerveau reptilien. Et en fait, comment tu fais pour parler au cerveau reptilien? Donc Patrick Renvoisé a défini qu'il y avait non pas sept, 6 critères. Il fallait que ton message il soit déjà personnel, parce que ton cerveau reptilien, bon, encore une fois, il est là pour te protéger. Donc, il y a qu'un truc qui l'intéresse, c'est lui, 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 lui. Donc, et ce qui va l'intéresser, c'est si tu mets aussi, par exemple, en avant un risque, parce que comme lui, il veut te protéger, il est super attentif à ce genre de truc. Donc, au lieu de dire, je prends des exemples simples, mais tu vois, au lieu de dire, voilà, je suis la société X, je viens vous vendre ça, je viens vous parler de ça. Non, tu parles du client, tu lui dis, vous, je suis là pour vous, vous évitez de perdre de l'argent pour vous, vous évitez de perdre du temps pour vous, tu vois, et lui parler de lui. À vous, après, ouais. d'identifier les problématiques de vos clients. Après, il faut que ce soit contrasté. Parce que vas-y, t'as une C'est-à-dire, question? ouais, contraster. Ouais, parce qu'en fait, le cerveau reptilien, donc il est super, si tu veux, il est super rapide, super instinctif, mais il n'est pas aussi intelligent, il n'a pas autant de ressources que ton cortex, tu vois. Donc il faut des choses qui soient simples à comprendre. Donc c'est soit, tu vois, tu peux mettre la photo avant-après, c'est l'idéal, mais bon, t'as peut-être pas. Mais faire des choses comparables, tu vois, les stats avant-après. Pas tout mettre, pas mettre. Moi, je sais que j'ai ce problème-là. J'ai envie de mettre tu vois, tous les trucs. Tout me paraît important, donc je vais mettre plein d'informations. Alors que non, enfin, ils vont retenir un maximum de 3. Tu vois, faut simplifier le message au maximum, grosso modo. Euh, D'accord. Donc, la troisième, personnel, contrasté, et ensuite, ensuite, c'est tangible, c'est-à-dire que, encore une fois, il va avoir le cerveau reptilien, il veut comprendre, mais bon, sans trop dépenser d'énergie quand même. Donc, il faut que ça soit simple à comprendre. Et pour que ce soit plus simple à comprendre, c'est de. Bon, alors déjà, on oublie tout ce qui est jargon, tout ce qui est compliqué, qui va demander une réflexion. Et si on ouais, peut intégrer, tu vois, des métaphores, des analogies, une situation que le client a déjà rencontrée, tu vois, un truc qu'ils connaissent déjà pour qu'ils comprennent le plus facilement possible. Ensuite, la quatrième, c'est mémorable. Et celui-là, il est juste top. Euh, Mémorable, c'est qu'on va avoir tendance à se souvenir des premières fois, des dernières fois. Okay, tu te souviens, je ne sais pas, peut-être de ta première voiture, ta dernière. Au milieu, c'est peut-être plus flou. Ou tu te je me souviens. souviens, si on applique à la vente, tu vois, la première fois que j'ai reçu un mail vidéo pour me prospecter. Ah ouais, bah, tu vois. Je me souviens très bien de la société qui a fait ça. Donc effectivement, ouais. Donc, mais du coup, mais donc on se souvient des premières fois et des dernières fois. Et c'est pour ça que dans ta présentation, il va falloir mettre les informations importantes au début et les répéter Ouais, à la fin. Parce qu'au milieu, l'attention de la personne va, tu vois, il y a une baisse de jusqu'à 40% d'attention.
Donc, tu peux être garanti qu'à la fin de la présentation, il aura tu vois, il aura oublié. Donc, si tu commences en disant, je suis là pour vous faire, je te dis n'importe quoi, gagner de l'argent, éviter de perdre du temps, à la fin, tu répètes et tu dis, voilà, nous avons vu avec la solution X, Y, Z comment vous alliez pouvoir gagner de l'argent, gagner du temps ou ce que tu veux. Alors qu'en général, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par dire, et ça, je le vois, mais dans 99% des pitchs. Parce que quand je travaille avec les entreprises, je leur dis envoyez-moi vos pitchs un peu avant que je regarde ce que vous faites. Et dans 99%, ils commencent en disant voilà, on est la société X, on a tant de points de vente dans le monde, on est super beau, on est super fort, Non, ça vous pouvez le faire, mais avant, vous vous adressez à votre client et vous lui dites voilà, moi je suis là pour toi, pour que tu arrives à faire ça, pour t'aider à, tu vois, à te faire gagner de l'argent, du temps. Donc voilà, bon, bref, mémorable. Cinquième, c'est visuel. Il faut que le message il soit visuel parce que déjà 30% de nos neurones sont visuels et 80% de notre perception du monde vient des yeux. Donc une image vaut 1000 mots. Et c'est exactement ça. Et plus techniquement, il faut 13 millisecondes pour comprendre une image et 10 fois plus pour comprendre un mot. Donc, alors encore une fois, si vous avez des visuels où vous pouvez faire avant-après, c'est bien. Mais sinon, même si c'est pas possible, c'est pas grave. Si vous faites du storytelling, en fait, le client, il va se produire lui-même ces images dans son cerveau. Et surtout, le visuel compte, la présentation compte. Je sais pas, on connaît tous, et peut-être toi, tu étais comme ça, je sais pas, mais tu vois, le commercial qui fait sa petite presse dans l'avion à la ramasse avant d'aller voir son client. Non, parce qu'en fait, le cerveau reptilien, il est sensible à la forme. C'est pas tant le fond, ce que vous racontez, mais c'est aussi, il va faire confiance si la forme est bonne. Donc, on soigne sa présentation, son site web. Soigner les presses, ouais. Mais tu vois, ça, je l'ai expérimenté notamment quand j'ai découvert un peu le monde des investisseurs. Je me suis fait une presse que moi, je trouvais jolie, que j'envoyais à beaucoup d'investisseurs, etc. Puis un jour, avec des résultats pas terribles, et un jour, j'ai eu un conseil d'un investisseur qui m'a dit tu devrais faire passer ta presse à un designer. Il va te prendre quelques centaines d'euros, il va la designer. Donc, bon, je l'ai écouté, je l'ai fait. Effectivement, la presse est devenue très sexy et du jour au lendemain, effectivement, les rendez-vous avec les investisseurs étaient beaucoup plus faciles à avoir. Ouais, mais non, mais c'est clair. Moi, ce truc-là, ce process-là, de mettre toutes ces choses-là, c'est pareil, dans les pitchs que je faisais avant, c'était chiant, quoi. Enfin, soyons clairs, c'était pas. Et maintenant, j'ai beaucoup. Enfin, les retours sont beaucoup plus positifs. C'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui dise non ou qui soit pas intéressé. Honnêtement. Bien sûr. Donc, et il te restait un sixième point, je crois. Oui, qui est l'émotionnel. Il faut que ça soit émotionnel. J'en ai un petit peu parlé déjà au début, mais c'est ce qui va faire acheter. Et après, il y a deux grosses émotions, mais peut-être que tout ça est dit j'ai pas écouté l'épisode sur le storytelling, mais je vais le faire après parce que ça m'intéresse beaucoup, donc je vais le faire. Les deux émotions qui vont influencer le plus les décisions, ça va être la peur du regret et le pouvoir d'anticipation. Donc en fait, la peur du regret, c'est voilà, c'est en gros quand tu achètes un truc à la Fnac et que le gars te dit oui, vous voulez pas prendre une extension de garantie parce que vous savez, voilà, ça se casse, Oui, ces appareils-là, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense et après ça coûte très cher, il faut racheter le truc, comme ça t'a coûté déjà un bras, tu prends l'extension de garantie. Donc c'est de dire à son client, voilà, de dire s'il ne travaille pas avec toi, qu'est-ce qui va se passer, il va pouvoir regretter. Et l'opposé, c'est l'anticipation, c'est de lui faire croire enfin pas croire, parce que tu crois à ton produit et tu es persuadé que ton produit c'est le meilleur, mais de lui montrer à quel point sa vie sera meilleure une fois que tu travailleras avec lui, quoi. Ok. Écoute, ça marche, Mélinda. Alors, on est à 37 minutes d'interview. Il nous reste une partie à traiter et après, on passera aux questions de la fin. Tu voulais nous parler des neurosciences, notamment au service d'une meilleure communication. Donc, qu'est-ce que tu entends par là? Ouais, c'était c'était assez rapidement, mais il y a plusieurs choses. Il y a déjà rien que les mots qu'on emploie, et notamment en vente, ce que tu vas vouloir, c'est de mettre ton client dans dans un mood positif, tu vois, que ce soit assez positif. Et il y a des études qui ont montré que dans le langage courant,
on employait 50% de mots négatifs. Donc, c'est de s'habituer, que ce soit à l'écrit et à l'oral, d'ailleurs, s'habituer à utiliser des mots positifs. Toi, tu dis pas, je sais pas moi. J'ai un exemple. Vas-y. Alors, vas-y. Par exemple, je manage une équipe de commerciaux, on va dire de jeunes commerciaux. Ouais. Et souvent, dans la prospection téléphonique, ils ont tendance, je sais pas pourquoi, hein, pourtant je les tanne avec ça, mais à utiliser le mot petit. Ah non, oui. Oui, c'est pour prendre un petit rendez-vous avec vous. Ce sera une petite visio de 15 minutes. Et Ouais, à non. chaque fois, je leur dis, ne dis pas petit, assume que c'est intéressant ce que tu dis, que le rendez-vous sera de 15 minutes et qu'il en faudra peut-être plus. Et en fait, ils ont tendance à toujours placer des petits un peu partout. Ouais, non, mais exactement. Ça, c'est un très bon exemple. Après, il y a aussi les, tu vois, excusez-moi pour le retard. Non, merci d'avoir patienté. D'abord, ça donne une meilleure vision et ça donne le gars, il est content que tu le remercies d'avoir patienté. C'est plus positif pour toi dans l'image que tu dégages et en fait, c'est plus positif pour le client dans ce qu'il reçoit parce que tu le remercies. Et il y a plein d'exemples comme ça. C'est pas un changement, c'est une évolution. C'est pas, tu vois, voilà. En gros, c'était l'idée. Et l'autre idée, c'était que 93% de notre communication, elle va être non verbale. Ouais. Et tu vois, donc en fait, ce que tu dis, grosso modo, ce que tu dis, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais le non verbal joue une part importante dans la notion de confiance la confiance que va t'accorder le client. Et ce non-verbal, par quoi il est généré, si tu veux, il est déclenché par l'intention que tu vas mettre. En fait, si tu arrives avec une intention claire sur ton entretien, ça peut être quelle qu'elle soit, ça peut être, voilà, mon intention c'est d'être super confiant, mon intention c'est d'être super dynamique, mon intention c'est d'être super professionnel, et ben ça va donner, et que c'est en accord avec le message que tu délivres, ça va créer, si tu veux, une cohérence qui fait que le client t'accordera plus sa confiance. Et l'exercice, si j'ai 2-3 petites minutes en plus, Ouais. un exercice que nous, à l'école, ils nous avaient fait faire, que j'avais trouvé incroyable, c'est que ils avaient fait venir un des gars de la classe sur la scène. Et en fait, il lui avait dit, OK, tu te présentes comme James Bond, genre Bond, je m'appelle Bond James Bond, bon, avec son nom. Donc le gars fait ça, et nous on donnait du feedback, et on a dit ouais, bon, le mec sympa. Et après, le prof lui a parlé dans l'oreille, et le gars a refait l'exercice. Et là, c'était pas le même mec. Le mec était hyper charismatique, super charmeur, enfin vraiment pas la même personne. Et en fait, ce que lui avait dit le prof, il lui avait juste dit, avant de parler, tu te répéteras 3 fois dans ta tête, je m'autorise à mettre du charme. Donc, comme quoi, tu vois, l'intention a un effet, sur ton non-verbal. Et moi, je le fais tester ça quand je fais des trucs avec des clients, et c'est assez marrant à voir la différence. Ouais, c'est incroyable, ouais. Ça me donne plein d'idées pour des challenges avec mes commerciaux. Ouais, voilà, tu leur feras faire James Bond, fais-leur faire James Bond. C'est ça, c'est ça. Ben écoute, merci beaucoup Mélinda. On va passer aux questions de la fin. Est-ce que avant ça, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet des neurosciences? Non, 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 écoute, je pense que j'ai partagé déjà pas mal de choses. Alors, bien sûr, enfin, je pourrais y passer la journée, mais, mais j'espère que déjà ça inspirera quelques-uns de tes auditeurs à tester des nouvelles choses. Oui, et si les auditeurs veulent y passer la journée, bah, ils peuvent te contacter sans Exactement. problème. Oui, oui, Voilà, aussi, je peux le refaire en faisant une durée plus longue. Exactement. voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Alors, comme tous les invités, j'ai quelques questions pour finir l'épisode. En termes de contenu, est-ce que tu as des choses à conseiller aux auditeurs? Alors oui, donc ma Bible, c'est donc un livre de Patrick Renvoisé et Christophe Morin, je crois. Oui, Christophe Morin, qui s'appelle, alors je ne l'ai pas en français, mais en anglais c'est The Persuasion Coach, je n'arrive jamais à dire ce mot-là. Ouais. Je crois qu'il existe en français, et qui est juste génial, parce qu'ils expliquent vraiment comment ils ont... tout ce que je vous ai dit là, le côté les stimuli pour convaincre le cerveau reptilien, c'est vraiment là-dessus. Mais il y a plein d'exemples, et comment ils sont arrivés à ces 6 stimuli d'ailleurs. Donc ça, c'est top. Après, évidemment, Daniel Kahneman,
sur tout ce qui est biais cognitif. Il a un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2, que je trouve top. Et après, je dirais, pour ce qui est vente en podcast, il y a un podcast qui s'appelle The Sales Game, je sais pas si tu connais, d'Elric Oui, je le connais bien, ouais. Ouais, que je trouve, il y a plein de choses aussi, qui est très sympa. Ouais, on échange avec Elric sur génial. différentes choses, ouais, donc on se connaît bien. On a lancé à peu près au même moment, en 2019, les deux podcasts. Ouais. Ouais, et puis il est beaucoup aussi sur le mindset et sur donc non, j'aime bien ce qu'il fait. Ouais. Après, en termes d'outils, ou de routine, est-ce que tu as des choses qui t'aident à être efficace au quotidien? Alors oui, moi le truc, je pense, qui m'aide le plus, c'est de savoir ce qu'est une bonne pause pour mon cerveau. Donc en fait, parce qu'une bonne pause pour ton cerveau, c'est pas juste arrêter de faire ce que tu fais. Si tu veux que ton cerveau il se reset, tu vois, qu'il se remette, qu'il se régénère, il faut faire l'activité opposée. C'est-à-dire que si tu fais une activité qui est très intello, il va falloir que tu vas faire un meilleur reset en faisant quelque chose de physique à côté. Physique, t'as pas besoin d'aller courir, tu vois, mais tu peux, je sais pas, sortir ta machine à laver, faire ta vaisselle, aller marcher 5 minutes. Et c'est ça qui fait que ton cerveau, il récupère mieux. Et au contraire, si t'es dans un truc où tu fais un truc physique, et ben tu fais des mots croisés, ou tu fais un truc un peu qui te demande un effort cognitif plus intense. Et ça permet de mieux se reposer. Ouais, j'ai lu un article il y a quelques mois sur notamment les bénéfices de la sieste, hein, que sans doute beaucoup de gens connaissent, mais en fait, une sieste de 10, 15, 20 minutes, ça suffit amplement pour régénérer une bonne partie des capacités cognitives, de concentration, de réflexion, etc. Alors moi, j'arrive à le faire le week-end, le samedi, ça se passe très bien, etc. Mais c'est vrai que pourquoi ne pas envisager dans le cadre d'un travail de pouvoir le faire tu vois, après déjeuner, les Espagnols font beaucoup ça. Ouais. Mais ça peut être un bon conseil de le faire en semaine, quoi. Ouais, et puis pensez, même si vous n'avez pas le temps de faire la sieste, pensez activité opposée. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire qui n'a rien à voir? Et ça m'aide beaucoup. Oui, pas passer de l'ordinateur à Netflix, quoi. Non, mais c'est ça. En fait, mais il y a même des études qui sont incroyables, qui ont prouvé que les gens qui travaillaient manuellement, tu vois, qui avaient un travail manuel, ils ont comparé s'ils les se reposer à rien faire et passer à une tâche qui leur demandait un effort cognitif, et ben, c'est de passer à une tâche qui leur demandait un effort cognitif intense qui a prouvé qu'ils se reposaient le mieux. Tu vois, c'est pas forcément de rien faire. Donc c'est intéressant. Enfin moi je m'en sers tout le temps. Et puis après et challenger sa pensée en permanence, tu vois, c'est-à-dire que à chaque fois je vais me dire non, c'est-à-dire que tu vois, j'ai envie de travailler avec une boîte, je vais me dire celle-là j'aimerais bien travailler avec eux, ils sont super cool, ou j'ai bien envie. Et puis la première pensée qui va me venir, c'est oh mais non, ça marchera jamais. Ben, je me dis si, ça va marcher, et je contacte, tu vois, d'avoir cet effort de muscler le mindset pour que à chaque fois pour y aller quand même, en fait. Oui, c'est souvent quand tu lis un peu des biographies ou tu regardes des biopics, en fait, tu te rends compte souvent que les gens qui ont eu beaucoup de réussite, finalement, c'est des gens qui s'interdisaient pas grand-chose, hein, qui disaient bah c'est possible, je vais y arriver, alors que beaucoup de personnes, tu vois, au pied de la montagne, se disent bon, c'est pas pour moi, je ne vais pas gravir ça, c'est impossible. Ouais, alors que si c'est possible, si tu veux, c'est possible. Voilà, c'est juste une question de vouloir le faire et d'y aller. Ouais, exactement. On passe aux 2 dernières questions de la fin. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une compétence que tu rêverais d'avoir et que tu n'as pas? Alors, et la dernière... Ouais, vas-y, tu peux enchaîner. Ouais. Alors, ça n'a rien à voir avec la vente, mais mais ça m'aiderait beaucoup. J'aimerais avoir le sens de l'orientation, parce que j'ai zéro sens de l'orientation et je perds un temps incroyable. Je perds un temps de dingue parce que je me perds tout le temps. Donc même pour les rendez-vous clients, je suis obligée de prévoir vachement à l'avance parce que je sais que sinon je vais me paumer. Enfin, donc voilà. Peut-être pas ce que tu attendais, mais ça vient du cœur. Écoute, c'est original, notamment si un jour tu fais Koh-Lanta et que tu es dans l'épreuve d'orientation. Je ne ferai pas Koh-Lanta. Je n'ai aucune chance. D'accord, bah écoute, c'est la première fois qu'on me dit ça, bah écoute, pourquoi pas. Et ensuite, pour clôturer ta dernière question,
si tu peux inviter quelqu'un dans ce podcast, tu me conseilles d'inviter qui? Alors, je te conseillerais, Patrick Renvoisé, bien évidemment, le gars du bouquin, là. Après, je te conseillerais, alors, un monsieur tu connais Guillaume Mathias? Non. Guillaume Mathias, il a une boîte qui s'appelle Brain Modus Operandi et il fait beaucoup de choses autour des neurosciences. Et d'ailleurs, il lance en septembre un truc sur la vente. Donc, voilà. Et il est super. Et peut-être, tu connais Yannick Alain? Non plus. Non plus, Yannick Alain. T'étais vers Toulouse, toi, non? Ou j'ai rêvé ça, ce truc-là. Voilà. Lui, il est de Toulouse aussi, donc je pense que ça fait du sens. Et il a monté une école qui s'appelle la Neurobusiness School. Et il a tout. Et c'est un vendeur aussi. Et il a écrit un bouquin d'ailleurs qui est pas mal, qui s'appelle Les gentils aussi méritent de réussir, je crois, quelque chose comme ça. Et voilà, c'est pareil, neurosciences, et puis il a plein d'anecdotes. Voilà, oui, c'est bon, je l'ai sur le LinkedIn, c'est bon, j'ai trouvé. Neurobusiness School, ok, très bien. Ouais. Oui, effectivement, écoute, je vais lui proposer, on pourra faire un épisode en live, en physique. Ouais, ça serait sympa, en plus, si vous êtes dans le même coin, autant le faire. Ouais, carrément, ouais. Bon, je lui demande. Ok, tu me diras. Ouais. Écoute, Mélinda, on a fini l'épisode, on a respecté le timing, donc merci, yes. Merci beaucoup. Merci à toi. Comment les auditeurs peuvent te contacter s'ils ont envie de creuser ce sujet des neurosciences dans la vente? LinkedIn ou mon site, j'ai un site melindalimoges.com. Donc voilà, les deux, je réponds assez rapidement aux messages, donc n'hésitez pas à me partager. Parfait, n'hésitez pas à contacter Mélinda. Passez aussi sur le site leshéroesdelavente.com et puis notez cet épisode, toujours pareil, 5 sur 5 si ça vous plaît et si vous voulez le partager à d'autres personnes. Mélinda, on est en fin de semaine, donc je te souhaite un très bon week-end. Merci, toi aussi. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de belles ventes. À bientôt. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcasts, ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site leshéroesdelavente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous.